ce que nous avons vu, et je vais essayer de présenter ce que nous avons vu de la manière la plus synthétique possible pour ne pas perdre de temps. Mais je ne suis pas censé rattraper un travail que vous n'avez pas fait, à savoir voir une vidéo de 40 minutes. Vous avez que ça à faire les semaines où vous êtes en off. Donc, euh, ce que nous avons commencé à voir la semaine dernière avec vos camarades, c'est le texte des méditations métaphysiques, et plus particulièrement celui de la première méditation. Quel est l'objectif des méditations de René Descartes, publié en 1644? L'objectif de Descartes dans les méditations métaphysiques, et tout particulièrement dans la première, c'est de s'assurer un fondement absolument certain à tout l'édifice scientifique qu'il a construit jusque-là. Descartes est avant tout, je pense que vous le savez, vous qui faites des mathématiques et de la physique probablement aussi, Descartes est avant tout un mathématicien et un physicien. Il est le responsable, on va dire, il est l'inventeur de la représentation graphique des fonctions. Il est aussi, on pourrait dire, le découvreur des lois de la réfraction et de la diffraction des rayons lumineux dans un texte qui est resté à la postérité, qui est la dioptrique, hein, qui énonce les lois de la réfraction et de la diffraction de la lumière en fonction du changement de milieu du rayon lumineux. Et Descartes fait pendant toute la première partie de sa vie des sciences, il en fait de manière excellente, et à un moment il en vient à la philosophie sur le tard finalement, il y a une quarantaine d'années, et il dit qu'il faut faire de la philosophie au moins une fois dans sa vie, mais une fois ça suffit. C'est-à-dire qu'il convient de faire de la philosophie pour fonder, en fait, les, euh, la construction scientifique qui est en train de se mettre à jour avec Galilée et avec justement ceux qui vont devenir les grands mathématiciens du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, un petit peu pour Leibniz, à savoir Descartes, Pascal et Leibniz. Leibniz qui va inventer le calcul infinitésimal. Et évidemment Newton. Évidemment Newton. Donc, comment fonder les sciences? Le problème de toute fondation, c'est que le fondement ne peut pas faire partie de ce qu'il fonde. Autrement dit, il doit y avoir une extériorité du fondement par rapport à ce qu'il fonde. Pour reprendre un exemple typique, Romulus n'est pas Rome. Le fondateur de Rome n'est pas Rome. Et donc, quel est le problème pour la fondation d'une science moderne? Le problème de la fondation d'une science moderne, c'est que la science ne peut pas trouver en elle-même ses propres fondements. Il faut qu'il y ait une extériorité du fondement par rapport à la science. Mais du coup, sur quel fondement, sur quel principe fonder la science si ce n'est pas sur la science elle-même? Alors, Descartes va, pour le dire très rapidement, inventer le principe qui sera un principe en fait d'ingénieur, le principe du crash test. Comment savoir si on a construit quelque chose de véritablement solide, par exemple dans le domaine automobile? On va d'abord construire un mur extrêmement solide contre lequel on va percuter la voiture. Donc pour savoir si on a trouvé un fondement absolument certain à la science, il va falloir se doter d'une arme
capable, en théorie, de détruire toutes nos certitudes. Cette arme, pour Descartes, c'est le doute. Le doute, pour Descartes, va permettre, ou doit permettre, de trouver un fondement absolument certain à la science. Quelle forme ce doute va-t-il prendre? Eh bien, il va s'agir de douter de tout. C'est le caractère systématique du doute. Non pas de chacune de nos connaissances en particulier, mais directement des sources de nos connaissances. Il faut se demander, dit Descartes, d'où proviennent nos connaissances. Et si l'on est capable de douter de la source de nos connaissances, alors on doit douter de tout ce qui provient de cette source. C'est un peu le principe de l'information ou de l'espionnage. Donc c'est le caractère systématique du doute, je l'ai dit. Et ensuite, dit Descartes, il faut que le doute soit hyperbolique. L'hyperbole en rhétorique, c'est une figure de l'exagération. Qu'est-ce que cela veut dire, un doute hyperbolique? Cela veut dire que si j'ai la moindre raison de douter d'une connaissance, je dois faire comme si elle était fausse. Donc, imaginez, hein, c'est comme si vous refusiez votre confiance à vos parents parce qu'ils vous ont déjà menti une fois. Ce qui est le cas de tous les parents. Radicalement, vous leur refusez toute confiance à cause du Père Noël. Descartes dit, mon doute sera à ce point exigeant que si j'ai la moindre raison de douter, je considérerais que cette connaissance que j'ai, cette opinion que j'ai, cette certitude que je crois avoir est fausse. Alors, ça va aller très vite là. Descartes va dire, premièrement, les connaissances qui me semblent les plus certaines, les connaissances que j'ai acquises et qui me semblent les plus certaines, viennent des sens, viennent de la sensation, okay, de la perception sensible. Et Descartes va dire, et il est bien placé pour le dire, puisqu'il a été médecin, et je n'oserais pas dire opticien, mais il a travaillé sur l'optique, il arrive que parfois mes sens me trompent. Donc, toutes les connaissances qui proviennent des sens, ça dégage. Je dois considérer que toutes les connaissances qui proviennent de la sensation sont fausses. Parce qu'elles sont douteuses, qu'elles ont pu me tromper quelquefois. Donc Descartes ne prend pas d'exemple en particulier, mais on peut songer à certaines illusions d'optique que Descartes va étudier en détail. Par exemple, l'illusion du mirage, l'illusion du bâton rompu quand on le plonge dans l'eau, et en fonction de l'angle d'incidence de la lumière, on va constater qu'il est rompu. Mais Descartes parle ailleurs, par exemple dans le traité de l'homme, parce que Descartes a été chirurgien dans une armée de campagne, dans une armée opérationnelle. Descartes parle du fait que quand on est touché par une balle et qu'on est sanglé dans une armure, le fait que le sang soit comprimé par l'armure nous rend parfois insensibles à la douleur. Et c'est précisément ce qui peut nous tuer, parce que le sang coule en fait dans l'armure, et quand on enlève l'armure, on n'a rien fait pour arrêter l'hémorragie. Et donc le patient meurt instantanément. Et donc en fait, on peut s'immuniser contre la douleur alors que le danger est mortel. Donc parfois nos sens nous trompent. Donc c'est un petit peu comme un copain ou une petite amie, ils peuvent nous tromper toujours. C'est le principe du témoin à un procès. S'il a menti sous serment une fois, il peut mentir sous serment une deuxième fois. Donc tout ce qui provient des sens doit être éliminé. Alors Descartes va ensuite entrer dans un raisonnement de précaution. Est-ce qu'on ne va pas trop vite? Il va dire, mais peut-être que mes sens me trompent pour des expériences limites, pour des cas assez lointains, pour des objets
observer de manière assez lointaine, mais il y a des perceptions qui me semblent absolument certaines. Ce sont les perceptions qui sont liées au corps propre, c'est-à-dire à la sensation, à la perception de mon propre corps. Par exemple, la preuve que le mur existe, c'est que je me cogne contre le mur. Et là, on pourrait se dire, effectivement, dans le corps propre, j'ai bien la perception de l'existence du monde extérieur. À tout le moins, je peux dire que le monde extérieur existe par l'expérience, grâce à l'expérience de mon corps propre. En revanche, savoir effectivement si les étoiles sont véritablement là où je les vois dans l'atmosphère, c'est une autre question. C'est une question qui repose sur, en réalité, des calculs d'optique. Mais suis-je bien certain de l'existence du monde extérieur? Suis-je bien certain de l'existence de mon propre corps? Et Descartes va dire, oui, quand même, c'est l'expérience de la volonté. Quand je bouge ma main volontairement, quand je, ce qu'il appelle, quand je branle ma tête, c'est-à-dire quand je secoue ma tête volontairement, que je dirige ma vision de tel côté de l'espace, de telle portion de l'étendue à telle autre, je sens bien que j'ai à minima un corps. Et que quand ma chair touche un objet extérieur, à minima, le monde extérieur existe dans l'expérience du contact. Et Descartes va dire, mais est-ce bien certain? Est-ce bien certain? Et la conclusion qu'il va en tirer en 2 temps, c'est non. Il y a en fait des cas où la perception que j'ai de mon propre corps ne correspond pas à sa position ou à son existence. Oui. Donc, ce n'est pas une perception certaine. C'est-à-dire que je ne peux pas me fier, plus exactement, je ne peux pas me fier à la perception pour en induire l'existence de mon corps et du monde extérieur. Le premier argument que déploie Descartes, c'est celui de la folie. Le fou peut percevoir dans une hallucination son corps autrement qu'il n'est. Alors, il ne s'agit même pas de penser à l'anorexie mentale, il s'agit de penser à des hallucinations où on se voit, par exemple, le fou se voit, l'aliéné se voit vêtu de la pourpre et de l'hermine du roi alors qu'il est en guenilles, si vous voulez. Mais sans aller, on pourrait reprendre l'esprit de l'argument de Descartes, sans aller jusqu'à la folie. Évidemment, ça ne pouvait pas se produire au XVIIe siècle, mais il y a des cas d'anesthésie locale lors d'une opération chirurgicale, ce que m'avait expliqué un ami, où les perceptions du corps propre ne correspondent pas à la position réelle de votre corps. J'ai un copain qui s'était pété le... Comment on appelle cette partie-là du corps, vous qui faites de l'anatomie? L'avant-bras, mais je ne sais plus ce que c'est comme os. Et on l'avait opéré avec une anesthésie locale. Et il percevait vraiment son bras tendu, si vous voulez, comme ça, si vous voulez. Et quand il le voyait, son bras était comme ça. Donc il y avait un décalage entre la perception visuelle de son bras et la perception tactile, si vous voulez. Il avait l'impression qu'il avait le poing serré et en état de tension du biceps, et ce n'était manifestement pas le cas. On pourrait se référer aussi à l'expérience qui est bien connue du membre fantôme des amputés. Les terminaisons nerveuses gardent, pour ainsi dire, le souvenir, en tout cas la trace de ce qui est arrivé au membre qui a été sectionné au moment où il a été sectionné. C'est pour ça que on peut voir certains amputés faire ça, parce que leurs bras les grattaient au moment où ils l'ont perdu. Il y a des rescapés de la guerre d'Espagne ou de la Première Guerre mondiale qui peuvent raconter ce genre de... Enfin, qui pouvaient raconter, maintenant ils sont plus en âge, qui pouvaient raconter ce genre d'expérience. Et donc, ce que l'on peut déduire de l'argument de Descartes sur les fous,
c'est qu'effectivement, certaines perceptions qui ont l'apparence de l'évidence ne sont pas certaines. Et sans aller jusqu'à l'argument de la folie ou de l'hallucination ou des expériences limites type amputation ou anesthésie locale, Descartes va dire, mais en fait, il y a une expérience qui est commune à tous les hommes, à tous les êtres humains, c'est le sommeil et le rêve. Que se passe-t-il dans le rêve? Ce qui se produit dans le rêve, c'est très précisément la perception d'un monde extérieur qui n'existe pas, et en particulier la perception d'une profondeur spatiale qui n'existe pas. On rêve souvent, on rêve qu'on se déplace dans un espace alors qu'on est immobile. On peut rêver qu'on a un corps, mais on ne rêve pas toujours que ce corps est le nôtre. On peut se rêver en personnage historique, on peut se rêver en personnage fictif, on peut se rêver en tant que personnage qu'on ne reconnaît pas immédiatement, voire on peut se rêver sans corps, comme une espèce de point de vue qui flotte au-dessus d'une scène qu'on va percevoir. On n'est pas toujours présent dans nos rêves physiquement, corporellement. Parfois, il arrive que nous rêvions d'événements sans être présents, sans être incarnés dans la scène, dans la scénographie de ces événements. Et donc, dit Descartes, l'argument du rêve prouve que une perception évidente, une perception sensible évidente, n'est pas certaine. Je peux avoir la sensation claire et distincte dans mon rêve d'être en train de voler. Cette sensation claire et distincte n'est pas une certitude. Ne constitue pas une certitude. C'est l'argument du rêve. Alors, jusque-là, Descartes n'invente rien. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Jusque-là, Descartes puise ses arguments dans une tradition qui est celle du scepticisme. Scepticisme, S-C-E-P-T-I-C-I-S-M-E. Descartes va emprunter tous ses arguments jusque-là au scepticisme. Les sceptiques sont des gens qui disent en permanence: est-ce que ce que tu crois certain est si évident que cela? Est-ce que ce que tu crois certain est si évident? Et ils vont dire toujours qu'il peut y avoir des filtres entre la certitude et l'évidence. Par exemple, j'ai la certitude qu'il fait froid. Mais est-ce que cette certitude constitue une évidence? Pour quelqu'un qui vient de faire du sport, peut-être pas. Pour quelqu'un qui est fiévreux, peut-être pas. Pour quelqu'un qui a une température corporelle inférieure à la moyenne, peut-être pas. Autrement dit, ce que va dire le sceptique, c'est qu'on a toujours en fait des raisons de douter de nos certitudes, parce que nos certitudes ne sont jamais si évidentes que cela. Okay. Est-ce que les couleurs sont vraiment telles qu'elles sont? Non, si ça se trouve, il y a d'autres individus. Alors, Descartes va beaucoup s'intéresser au daltonisme. Il y a d'autres individus qui perçoivent les couleurs autrement qu'elles ne sont. Il y a peut-être d'autres espèces animales qui perçoivent, qu'est-ce qu'il y a, les couleurs autrement qu'elles ne sont. Est-ce que ma croyance en Dieu est si certaine que ça? Il y a peut-être d'autres cultures qui perçoivent un principe de transcendance ou de sacré autrement que je ne le fais. Est-ce que je suis si certain de voir ce que je vois? Non, si ça se trouve, je suis bourré. Si ça se trouve, c'est ceux qui sont bourrés qui ont... Alors, c'est très drôle ça, chez les sceptiques. Si ça se trouve, c'est ceux qui sont bourrés qui perçoivent le monde tel qu'il faudrait le percevoir. Comment savoir? Si vous voulez, c'est pas si idiot. C'est-à-dire que c'est compréhensible dans un contexte où le don de divination, c'est-à-dire d'accès direct à l'être de la vérité,
se fait selon des conditions assez bizarroïdes, hein, dans la religion grecque. La religion archaïque, ça consistait, franchement, comme dirait OSS 117, je ne promets pas à cette religion un grand avenir, ça consistait soit à noyer le devin jusqu'à la quasi-suffocation, ensuite le ranimer, et pour qu'il nous raconte ce qu'il avait vu dans l'au-delà. Voilà. Et j'ai perdu 200 de vin dans cette affaire. Sinon, c'était avoir recours à des substances hallucinogènes pour avoir des perceptions extra-lucides. Donc les sceptiques sont des gens qui disent, mais si ça se trouve, nos conditions normales de perception ne sont pas des conditions lucides de perception. Bon. D'où l'argument du rêve que vont inventer les sceptiques et que Descartes va reprendre aux sceptiques, mais si ça se trouve, c'est dans nos rêves que nous décelons une part de vérité. Idée qui fera la fortune, si vous voulez, de la psychanalyse. Qu'on retrouve, par exemple, chez Shakespeare, chez tous les auteurs, on va dire, de la fin de la Renaissance baroque, qui vont dire, mais la vie est un songe, nous jouons un rôle, nous ne savons pas si notre vie... Enfin, la vie n'est peut-être qu'un songe entre deux périodes de néant, celui qui précède notre naissance et celui qui fait suite à notre mort. Bon. Descartes n'invente rien jusque-là, c'est ce que je veux retenir. Descartes va aller plus loin que 1900 ans à l'époque, 1900 ans de tradition sceptique. Que va dire Descartes? C'est le creusement de l'argument du rêve. Que va dire Descartes? Descartes va dire la chose suivante. De quoi sont faits nos rêves? Quelle est non seulement la matière, mais la forme de nos rêves, lorsqu'on y réfléchit bien? Descartes va comparer, vous irez lire le texte, hein. Descartes va comparer le travail que fait, évidemment le mot n'existe pas encore, notre inconscient, le travail que nous faisons dans le rêve, au travail d'un peintre qui serait extraordinairement imaginatif et qui peindrait des choses totalement fantastiques, des objets totalement fantastiques. Et Descartes va dire, mais un peintre peut être aussi imaginatif qu'il le veut, il ne peut pas se débarrasser d'un certain nombre de contraintes. Ça devrait vous rappeler le cours sur l'art. Contraintes constitutives de son art. Autrement dit, un peintre, il va peindre au minimum un espace. Il va peindre au minimum un espace que l'on peut quantifier géométriquement et arithmétiquement. Autrement dit, qui a vu Matrix ici? Okay. Je pourrais être dans l'illusion même d'un rêve ou l'illusion même de la matrice. Je pourrais être en train de rêver, ça serait un peu triste, hein, mais je pourrais être en train de rêver là en ce moment. À l'intérieur même de mon rêve, qu'est-ce qui resterait vrai, se demande Descartes. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui resterait vrai à l'intérieur du rêve? Alors, il dirait ce qui resterait vrai, c'est la structure même du rêve, à savoir les lois de la géométrie et de l'arithmétique. C'est-à-dire que même dans un rêve, 2 plus 3 égale 5. Puisque je peux compter les personnages que je vois dans mes rêves. Autrement dit, on pourrait tous être en train de rêver. Il resterait quand même, parce que le rêve est une représentation, il resterait quand même dans le rêve ce qui rend possible la représentation. Et qu'est-ce qui rend possible la représentation? Les axiomes mathématiques, de l'arithmétique et de la géométrie. Je ne peux pas voir un personnage qui est 2 personnages dans un rêve. Je ne peux pas voir un mur qui est à la fois entièrement blanc et entièrement noir dans un rêve. Je ne peux pas, je ne peux pas percevoir de réalité contradictoire en elle-même. Je ne peux pas percevoir de droite parallèle qui serait en même temps, qui s'intersectionnerait, etc., etc., etc.
Donc ce que dit Descartes, c'est que je pourrais rêver, ma vie pourrait être un songe, pour parler comme Calderon. Euh, il subsisterait quand même à l'intérieur du rêve, comme vérité absolument certaine, ou en tout cas absolument évidente, il resterait quand même la certitude que 2 plus 3 font 5. Antoine? Oui, c'est absolument pour ça. C'est-à-dire que Descartes va dire, vous irez lire le texte, je suis obligé d'aller vite. Si on dépouille le rêve de toute particularité, de toute singularité, c'est-à-dire si on se demande vraiment quelle est la structure de nos rêves, on se rend compte que la structure de nos rêves, en gros, c'est ce que va dire Kant, c'est le temps et l'espace. Et pourquoi c'est le temps et l'espace? Parce que c'est la structure de toutes nos représentations. Et qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est l'arithmétique. Le temps, c'est l'arithmétique. Et l'espace, qu'est-ce que c'est? C'est la géométrie. Et donc ce qui reste vrai à l'intérieur du rêve, c'est précisément les conditions de possibilité du rêve, à savoir arithmétique et géométrie. Donc peut-être que la physique, peut-être que la médecine sont des sciences incertaines pour Descartes, dit Descartes, parce qu'elles mêlent à l'arithmétique et à la géométrie euh, une expérience qui est liée au sens et qui, elle, est douteuse. Mais les conditions de possibilité de cette expérience, à savoir géométrie et arithmétique, parce qu'elles sont pures de toute expérience, restent vraies, demeurent vraies. Donc Descartes va plus loin que les sceptiques. Parce que pour les sceptiques s'arrêtaient au rêve, si ça se trouve, on est tous en train de délirer, donc rien n'est certain. Mais Descartes dit, mais même si on était tous en train de délirer, il resterait quelque chose de certain à l'intérieur même du délire, parce que c'est la condition même du délire, à savoir la condition de toutes nos représentations, arithmétique et géométrie. Okay. Donc en gros, on peut faire des maths, c'est super quand même, on peut faire des maths à l'intérieur de la matrice. Ça reste vrai. Alors, ce qui est génial, c'est que Descartes invente un argument qui n'a jamais été formulé par aucun philosophe avant lui. Et ce qui est génial, c'est que 5 lignes après, il détruit cet argument avec un autre argument qu'il a inventé. Généralement, quand on a inventé quelque chose, euh, on met un petit copyright, si vous voulez, et on écrit 5 livres dessus, quand on fait de la philo. Lui, non seulement il ne va pas écrire 5 livres dessus, il va écrire 5 lignes dessus, et ensuite, il dit, mais en fait, ça, on peut détruire cet argument que je viens d'inventer. Okay. Balls of Steel. Oui. Pardon? Faire des maths. Oui. Euh, alors, quand je préparais l'agrégation, au bout d'un moment, j'arrivais à faire des dissertations dans mes rêves. Non, je vous promets. Et ensuite, à les écrire. Non, pas à les corriger. J'étais étudiant à l'époque, donc je ne les corrigeais pas. Mais j'arrivais à raisonner dans mon rêve, et c'était des raisonnements qui étaient parfaitement cohérents. Et c'était pas un rêve lucide, c'est-à-dire que je ne savais pas que j'étais en train de rêver. Euh, c'est, enfin, si vous voulez, il y a énormément de savants qui seraient capables de dire, bah, effectivement, il y a certaines intuitions qui me sont venues dans mes rêves et que j'ai vérifiées expérimentalement. Si vous voulez. Et au fond, qu'est-ce que c'est que la géométrie? La géométrie, c'est, si vous voulez, elle peut se faire de manière purement intellectuelle sans tracer des lignes. Autrement dit, je peux rêver les figures géométriques, je peux les imaginer. Ça reste, ça reste vrai. Si vous voulez. Ouais, Antoine? Chut. Alors, on ne vit pas éternellement, donc le rêve ne peut pas durer éternellement. Ah, vous voulez dire, n'y a-t-il pas un décalage entre la durée de nos rêves et la durée réelle? Bien sûr que si. C'est la question d'Inception que vous me posez. Oui, bien sûr.
Mais c'est-à-dire que il faut comprendre, c'est précisément ce que va dire Bergson, il faut comprendre qu'il y a une différence entre le temps mesurable et le temps vécu, que lui appelle la durée. Euh, je pense que, enfin, il pense que la durée vécue est intimement liée à un degré d'intensité de la vie. Moins notre vie est intense, plus le temps passe lentement. Okay. Euh, c'est un petit peu euh, c'est un peu le problème de l'adolescence où on a l'impression en fait que le temps fonctionne à vide parce qu'on s'ennuie beaucoup. Euh, et on se dit bah, du coup qu'on va vivre pour toujours parce qu'on s'ennuie. Quand on est pressé par le temps, euh, quand on vit intensément le temps, quand on est à 5 minutes de se faire fusiller, si vous voulez, c'est pas comme si on était à 5 minutes d'aller manger des frites à la cantine, par exemple. Okay. Et sur ces bonnes paroles, je vous libère.